Ah ben voilà. Donc il est 9h05. J'ai pour mission de démarrer cette conférence à 9h05 et qu'on la termine à 10h30. On a trois intervenants aujourd'hui pour parler de soigner avec les drogues illicites. Donc je vous présenterai au fur et à mesure donc les intervenantes. Juste en préalable, donc pour commencer cette conférence, il y avait deux notions que je voulais, sur lesquelles je voulais m'arrêter. Donc deux notions particulièrement utiles quand on pense aux soins avec les substances psychoactives. La première, c'est celle de pharmacone. Alors, le pharmacone, c'est cette notion philosophique là qui est importante pour réfléchir à l'effet des substances. C'est le terme grec qui est à l'origine de la pharmacologie. Le terme de pharmacone, donc ça désigne à la fois le remède, le poison et le bouc émissaire, souvent les trois notions qui sont associées. Et donc c'est dans le Phèdre de Platon, qui est un dialogue entre Socrate et son disciple, là, où Socrate a très peur que l'écriture, nouvelle technologie dans la Grèce, vienne remplacer la transmission orale et que cette nouvelle technologie soit difficilement maîtrisable, maniable et qu'elle puisse transformer toute leur valeur. Et donc il y a beaucoup de gens qui ont repris cette notion de pharmacone, notamment Bernard Stiegler, le philosophe, là, pour penser les nouvelles technologies. Et il raconte, enfin il reprend cette notion en disant que tout objet technique est pharmacologique. C'est à la fois un poison, un remède, mais c'est quelque chose dont il faut à la fois, c'est quelque chose qui permet de prendre soin et à la fois quelque chose dont il faut prendre soin. Donc il y a dans la notion de pharmacone vraiment le fait que ça a une action, mais qu'il faut aussi avoir une action dessus pour pouvoir s'en servir au mieux. Et donc la pharmacologie, c'est donc l'étude des médicaments, de leurs actions, mais aussi de leur emploi, de comment on s'en sert. Et c'est ce qu'on va voir là aujourd'hui, c'est comment les effets des substances sont très influencés par le contexte, la culture, les attentes du patient, la manière dont on les prend, le prescripteur et compagnie. Enfin voilà, donc déjà cette notion de pharmacone, on va voir qu'on va tourner autour, j'imagine. Deuxième notion qui me paraît aussi très, très importante, c'est la notion de médicament, parce que c'est un objet un peu bizarre, le médicament. Donc c'est une substance qui est employée à des fins thérapeutiques, et c'est une substance particulière parce que souvent celui qui la consomme, c'est pas celui qui l'a choisi. Souvent il y a un tiers, il y a un prescripteur, il y a quelqu'un voilà, alors pas toujours, mais le plus souvent, en tout cas dans la médecine actuelle, il y a un prescripteur. Et en plus, en France, dans des endroits en France où il y a une médecine qui est remboursée, c'est pas celui qui paye le médicament non plus, celui qui le consomme, parce qu'il est remboursé en grande partie. Donc il y a encore un autre niveau de tiers qui fait qu'on contrôle les prescriptions. Enfin, donc c'est quelque chose qu'on voit très lié dans des enjeux qui sont à la fois individuels mais aussi sociétaux. Donc ces substances, ces objets, voilà. Donc, je pense que c'est autour de tout ça qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui et de voir comment on peut encadrer et soigner avec les drogues illicites. Donc pour commencer, notre première intervenante, Zoé Dubus, qui est historienne, qui va nous parler un peu de comment soigner, comment on a soigné avec les psychotropes dans l'histoire occidentale. Zoé, à toi. Alors, oui, c'est bon. Alors, merci beaucoup, merci à toutes et à tous, et merci évidemment pour l'invitation à venir présenter mes recherches ici. Alors, je savais, on n'a pas eu l'information très en avance de ce qu'on attendait de nous pour la séance d'aujourd'hui. Du coup, je suis partie sur ce dont j'avais envie de vous parler. Et le thème d'aujourd'hui, c'est soigner avec les drogues illicites. Et j'aime pas trop le mot drogue, je trouve que c'est pas précis. Soit on parle de stupéfiants, c'est les substances qui sont interdites, soit on parle de psychotropes en général, donc toutes les substances qui vont modifier l'état de conscience. Et donc j'ai choisi de prendre plutôt le terme psychotrope et de faire une présentation sur l'histoire longue pour voir comment, dans l'humanité, et en particulier en Occident, on s'était approprié ces substances pour les utiliser à des fins thérapeutiques.
Donc normalement, ça, c'est un cours que je donne et qui dure 2 heures. Donc j'ai évidemment condensé. Je vais aller un petit peu au pas de course, mais n'hésitez pas, je m'ai mis plein de références et de toute façon, j'ai commencé à avoir publié pas mal d'articles, plus ou moins universitaires, et des podcasts, des conférences qui sont disponibles sur YouTube. Donc vous retrouverez pas mal des choses que je vais dire là qui sont disponibles maintenant sur Internet. Alors d'abord, il y a très peu de recherches qui sont faites pour l'instant en histoire sur l'histoire des psychotropes. Vous avez ici les 3 grandes thèses qui ont été soutenues en histoire avant la mienne. Donc vous voyez d'abord que c'est très récent que les historiens s'intéressent à ces questions-là. Et puis les thématiques qui sont abordées, c'est vraiment les drogués, la toxicomanie, les addictions. Donc les rapports négatifs que la société et les individus peuvent avoir avec ces substances. Et finalement, la question des usages récréatifs, festifs, expérientiels est très peu abordée, et la question des usages médicaux ne l'était pas avant ma thèse que j'ai soutenue donc, en décembre. Donc moi, j'ai voulu vraiment prendre le contre-pied de ces discours-là qui sont importants, de ces recherches qui sont importantes évidemment, mais pour montrer aussi un autre aspect de ces substances qu'on a tendance à occulter pas mal en France. Alors depuis quand est-ce qu'on consomme des psychotropes, nous les êtres humains? C'est très difficile à dater parce que comme c'est des substances qui sont issues des plantes, c'est périssable, on a du mal à trouver des traces très anciennes, mais on sait que ça nous a accompagnés depuis quand même très longtemps. Par exemple, on ne trouve pas de plants sauvages de pavot à opium, donc ça veut dire que la domestication, elle date de tellement longtemps que ça a remplacé sur toute la Terre, en fait, c'est des plantes domestiquées. Donc ça nous informe sur le fait que l'opium a accompagné depuis très longtemps les êtres humains. Alors il y a des anthropologues, des philosophes qui posent des hypothèses selon lesquelles finalement la consommation de psychotropes, ça serait le chaînon manquant entre le singe et l'être humain. C'est la peinture que vous avez ici au milieu d'Alex Gray, où un singe qui aurait consommé des champignons hallucinogènes et qui tout à coup commence à se demander qu'est-ce que je fais là, pourquoi je suis ici, qui je suis, etc. Alors tout ça, ça repose pas du tout sur des preuves scientifiques, hein, on ne peut pas démontrer ça du tout. Par exemple, dans notre ADN, il n'y a rien qui permet de dire que c'est une hypothèse qui est vérifiable, mais c'est des hypothèses qui sont intéressantes, donc je vous la soumets. On sait depuis 2018 maintenant que la consommation d'alcool, et notamment de bière, est à peu près aussi ancienne que la consommation de pain. Donc si c'est quelque chose, là je ne développe pas du tout, mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, il y a une émission sur les épaules de Darwin qui explique ça. Donc là encore, consommation d'alcool qui est très importante pour l'humanité. L'usage médical, c'est difficile de l'étudier vraiment pendant la préhistoire, mais on sait que d'abord il se distingue certainement pas tout à fait d'usage qui soit religieux, rituel, spirituel. Mais on a quand même des traces d'usage, par exemple de coca, pour accompagner la fin de vie, parce qu'on retrouve en Amérique du Sud des momies dans lesquelles on retrouve des traces de coca dans la bouche, donc un usage comme des soins palliatifs de cette plante, et puis qui permet aussi de faire des opérations en soulageant un petit peu les douleurs. Là, vous avez un crâne d'une petite fille qui a été trépanée et qui a survécu à l'opération puisque son crâne a continué à grandir. On a retrouvé des traces de coca aussi dans son corps. Alors à partir du moment où on a des traces écrites, donc c'est l'Antiquité, on commence à avoir de l'écriture, et ben on a les premiers traités médicaux qui nous présentent l'opium et le cannabis en Chine, en Égypte, vous voyez ici là, une tablette sumérienne aussi. Donc on sait que dès l'Antiquité, les populations utilisaient ces substances dans plein d'indications différentes. C'est plus difficile à étudier dans les pays qui ont été colonisés, en Afrique et en Amérique du Sud, où on sait qu'il y a aussi ces usages-là, mais on le verra après, pendant la colonisation, les Occidentaux ont détruit l'immense majorité de ces savoirs-là, et par exemple, on n'a pas de codex d'Amérique du Sud qui nous permettent de savoir comment la coca était vraiment utilisée en médecine là-bas. Alors les savoirs sur les plantes, et notamment sur les plantes psychotropes, à l'échelle vraiment internationale, dans la plupart des sociétés, c'est des savoirs qui sont traditionnellement attribués aux femmes. C'est les femmes qui connaissent les plantes qui poussent autour de chez elles et qui vont les utiliser à la fois pour soigner leur entourage, mais aussi pour avoir un contrôle sur leur fertilité et sur les naissances. Donc il y a un certain nombre de plantes psychotropes qui vont notamment permettre de faire des avortements. C'est le cas du seigle ergoté, enfin de l'ergot de seigle, qui donnera au XXe siècle le LSD. Et on sait que les sages-femmes
au moins depuis l'Antiquité, utilisent cette substance pour pratiquer des avortements. Alors on a un premier basculement dans l'histoire occidentale autour des psychotropes qui arrive à peu près au moment du Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, au moment où l'Église chrétienne prend de plus en plus de place dans la société, et l'Église va interdire l'usage de tous les psychotropes à l'exclusion de l'alcool qui rentre dans le culte. Pourquoi ? Parce que pour le christianisme, les psychotropes, les modifications de l'esprit, c'est des moyens d'entrer en contact avec des esprits et avec des esprits maléfiques, et en particulier avec le diable. L'idée, c'est que Dieu a fait un monde parfait, et si vous modifiez la manière dont vous regardez ce monde-là, c'est que vous avez un esprit malin dans la tête qui vous trouble, en fait. Donc, on interdit ces substances, on n'en fait plus le commerce, on détruit les traités de médecine qui parlaient d'opium et qui parlaient de cannabis. Alors, quand je parle de cannabis en Occident, c'est les plantes qui contiennent du THC, parce qu'en fait, le chanvre va être très utilisé, et vraiment cultivé à grande échelle, notamment en France à cette époque-là. Alors, c'est pas parce que l'Église dit quelque chose que la population le fait, et en fait, il va falloir plusieurs siècles pour que vraiment ça s'impose dans la société occidentale d'arrêter de consommer des psychotropes. Les populations locales, d'abord, elles continuent à pratiquer l'automédication avec les substances qu'elles ont autour d'elles, et puis en plus, elles continuent aussi à avoir des rites qui sont païens. C'est notamment le cas des pratiques des sorcières qui utilisent un certain nombre de délirogènes, donc c'est des substances comme le datura, la belladone, la jusquiame, qui vont provoquer du délire. Donc les sorcières du Moyen-Âge ont vraiment l'impression qu'elles volent sur des balais parce qu'elles prennent des substances qui leur permettent de percevoir ça. Alors c'est des produits qui sont utilisés en médecine, mais aussi, vous voyez, comme des produits de beauté. La belladone, par exemple, ça fait des yeux, des pupilles dilatées, donc c'est considéré comme un signe de beauté. Belladone, ça veut dire belle dame en italien. En fait, le vrai moment de rupture, il arrive au moment du XVIe siècle, c'est les moments des guerres des religions entre les protestants et les catholiques. Et dans ce contexte-là, on va voir apparaître une chasse aux sorcières. On a toujours l'impression qu'on brûle les sorcières au Moyen-Âge. En fait, pas du tout, c'est très rare. On les brûle plutôt à la fin de la Renaissance. Pourquoi ? Parce que les protestants et les catholiques vont rigidifier leur culte. Comme ils sont en guerre les uns contre les autres, ils rigidifient leur culte, et là-dedans, on va vraiment interdire l'usage des psychotropes, et donc on va s'attaquer aux femmes qui ont ces savoirs-là. Alors c'est difficile à chiffrer, mais vous voyez que selon les études, il y a entre 50 000 et 100 000 personnes qui ont été brûlées en tant que sorciers ou sorcières, et majoritairement des femmes qui avaient des connaissances sur les plantes qui permettaient, encore une fois, d'avoir un contrôle sur la fertilité et sur la procréation. Donc là, c'est vraiment un vrai moment de rupture parce que d'abord, on tue énormément de personnes qui disposent de ces savoirs, et les quelques femmes qui survivent ne vont pas les transmettre, ces savoirs-là. Elles ne vont pas les transmettre à leurs filles, à leurs sœurs, aux femmes de leur famille, parce que c'est trop dangereux en fait d'avoir ces savoirs. Donc on va perdre un certain nombre de connaissances qu'on retrouvera certainement jamais, et qui avaient été transmises de siècle en siècle, peut-être de millénaire en millénaire. Cette période-là, c'est aussi les débuts de la colonisation. Et donc les Occidentaux vont se rendre un petit peu partout dans le monde pour aller voir notamment comment ces populations se soignent. Et donc on va s'approprier un certain nombre de leurs savoirs médicaux. Si c'est un phénomène qui vous intéresse, l'historien Samir Boumedienne a écrit un livre passionnant qui s'appelle « La colonisation des savoirs », qui est un livre assez exigeant. Et encore une fois, j'adore Sur les épaules de Darwin. Donc il y a une émission Sur les épaules de Darwin qui reprend un petit peu toutes ces notions-là. En tout cas, donc, on va dans d'autres civilisations pour voir comment eux se soignent. Si ça correspond à peu près à nos représentations de ce qu'est la médecine, on va essayer de s'approprier leurs techniques. Si ça ne correspond pas, on va tuer les personnes qui ont ces savoirs, on va détruire les livres éventuellement qui pouvaient les présenter. Et donc tout ça, évidemment, ça crée à nouveau des destructions de connaissances sur les psychotropes. Mais on va avoir aussi quand même des psychotropes qui vont arriver en Europe. C'est le cas d'abord du tabac, qui est à l'origine considéré comme une plante médicinale qui va être utilisée dans plein de maladies. Donc c'est une panacée, ça veut dire qu'on l'utilise à peu près pour toutes les maladies possibles. Le tabac, il est fumé ou il est prisé. Vous avez une illustration en bas à droite qui représente Catherine de Médicis, c'est une reine française qui est en train de priser du tabac.
assez rapidement, les institutions, à la fois le pape et Louis XIV, essayent d'interdire ces pratiques qui sont de plus en plus vues comme des pratiques diaboliques, mais ça se répand tellement vite en fait qu'ils en sont incapables et progressivement l'utilisation de tabac va se répandre dans la population et dépasser l'usage simplement médical. Alors on arrive au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, un moment où les intellectuels, les scientifiques, les médecins vont prendre de la distance avec les préceptes de l'Église, et en prenant cette distance-là, ils vont réfléchir de manière nouvelle sur l'usage des psychotropes. Alors on a toujours la vision négative de ces usages, comme c'est Kant à droite là qui dit finalement, faire des expériences avec ces substances, c'est dangereux d'expérimenter sur l'esprit. Une vésanie artificielle, donc vésanie c'est folie, une folie artificielle pourrait facilement devenir naturelle. Donc on n'a plus d'explication religieuse sur c'est pas bien d'utiliser des psychotropes parce que c'est diabolique, mais on commence à avoir une réflexion sur un côté plus médical de l'usage de ces substances, et il faut faire attention et pas trop les utiliser. De l'autre côté, on a des philosophes comme Maupertuis, qui est un grand scientifique français du XVIIIe siècle, qui lui encourage ce type d'expérience. Il appelle ça des expériences métaphysiques, et il dit que c'est vraiment intéressant, qu'il faut se confronter à ces substances pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne l'être humain, et aussi dans l'espoir que ça puisse soigner un certain nombre de maladies. Alors le 19e siècle, maintenant, c'est vraiment le siècle des psychotropes, parce qu'avec les progrès de la chimie et de la pharmacologie, on va découvrir plein de nouvelles substances. C'est à ce moment-là qu'on découvre les premiers alcaloïdes, donc la morphine, la cocaïne, l'héroïne, etc. Et on va aussi redécouvrir le cannabis qu'on va utiliser en médecine, et c'est notamment le cas du célèbre docteur Moreau de Tours, qui utilise le cannabis et le datura à la fois pour essayer de soigner ses patients, mais aussi dans une visée de formation. Et ça, c'est complètement nouveau dans la médecine, et d'ailleurs, il est encore un peu le seul à penser comme ça aujourd'hui. Il va donner du cannabis à ses équipes médicales dans le but qu'ils soient plus empathiques à l'égard de leurs patients. Donc il en donne à ses infirmières, il en donne à ses médecins, pour que les équipes aient une expérience de ce que c'est que d'entendre des choses qui ne sont pas là, d'avoir du mal à faire ses lacets ou de prendre du temps pour mettre ses chaussures parce qu'on est complètement désorienté. Et faire cette expérience-là, pour Moreau de Tours, ça va vraiment permettre aux équipes médicales d'être plus patients avec les malades qui sont dans les asiles psychiatriques. Donc je trouve ça hyper intéressant. Et évidemment, Moreau de Tours, c'est aussi celui qui va organiser le club des hachichins, dans lequel il donne du cannabis à des intellectuels, à des artistes, à des scientifiques, pour essayer de décrire le plus précisément possible l'expérience du cannabis. Alors j'aime bien quand je peux faire des points sur des personnes en particulier. C'est très rare d'avoir des images comme ça, des patientes sur lesquelles je travaille. Donc ici, vous avez Célina, qui est diagnostiquée hystérique dans les années 1870. Elle entre d'elle-même à la Salpêtrière quand elle a 16 ans, parce qu'elle fait des crises de plus en plus nombreuses, plusieurs par jour, et donc elle ne peut plus travailler. À la Salpêtrière, à ce moment-là, dans les années 1870, on donne énormément de psychotropes aux patients, à la fois pour les calmer. Donc les services, ce n'est pas des salles individuelles, hein, les patients ne sont pas dans des chambres, ils sont dans des grands couloirs de centaines de patients. Donc quand vous avez 10, 20 patientes qui font une crise d'hystérie, il faut imaginer le bruit que ça faisait dans les services. Et donc on donne des psychotropes pour calmer les patients. On essaye évidemment de les soigner avec ces substances, et puis on fait aussi des expériences avec ces produits-là. Et donc Célina réagit très bien à tous ces produits, donc on lui donne toutes les substances que vous avez listées ici. Elle ne se remplace pas, c'est-à-dire qu'on lui donne de l'éther, et puis on lui donne aussi du poppers, et de la morphine, et du chloral, et du chloroforme. Et puis elle boit aussi de l'alcool, puisqu'on boit de l'alcool à table dans les asiles psychiatriques, et en plus elle vole du whisky dans la réserve de temps en temps quand elle peut. Donc elle est un peu tout le temps sous l'influence de psychotropes. Au début, ça calme plutôt bien ses crises, mais ces médecins vont se rendre compte que quand ils lui donnent de l'éther, ça déclenche ces crises hystériques. Et donc ça va être hyper intéressant pour deux internes de la Salpêtrière qui sont Régnard et Bourneville, qui sont en train de décrire les phases de la crise hystérique.
et ils vont utiliser pour ça la photographie. Donc ils vont sortir son lit. Les photos que vous avez à droite, là, c'est le lit de Célina qui est dans la cour de la salle pétrière pour bénéficier d'une meilleure lumière et avoir une image plus nette. Les appareils photos de cette époque-là, pas du tout les appareils photos qu'on a maintenant. Il faut que les patients posent, qu'il y ait une bonne lumière pour que ça soit à peu près net. Et donc on lui administre de l'éther et on attend que sa crise se déclenche. Et comme ça, on va pouvoir prendre en photo les différentes phases de sa crise hystérique. Alors évidemment, ça a des conséquences néfastes sur la santé de Célina, qui va mourir à 29 ans. Elle est devenue morphinomane, et à cette époque-là, on ne connaît pas le phénomène de l'addiction. Donc ces médecins, en voyant qu'elle consomme de plus en plus de morphine, vont lui arrêter en fait brusquement de lui en administrer, et évidemment, ça cause sa mort. Alors si c'est une histoire qui vous intéresse, j'ai un article sur elle qui va paraître en décembre. Le 19e siècle, c'est aussi le moment de la découverte de la cocaïne qui va provoquer 2 révolutions hyper importantes en médecine. La première, c'est le fait que c'est le premier anesthésique local. Donc on découvre ça en 1884. Ça va permettre de développer considérablement la chirurgie, notamment toute la chirurgie du visage, qui était vraiment balbutiante jusque-là, parce qu'on ne pouvait pas faire des opérations sur le visage, c'était beaucoup trop douloureux. Donc en 1884, c'est cette première révolution-là. Et puis ensuite, en 1901, la cocaïne permet de trouver une nouvelle voie d'administration des anesthésiques, qui est la péridurale. Donc voilà, deuxième grande révolution en médecine. Et la coca, quant à elle, est très utilisée à cette époque-là, au point que les historiens parlent de coca-mania en France. C'est vraiment une substance qui est très utilisée, notamment dans des vins médicinaux. Donc ces vins-là vont donner plus tard le Coca-Cola. Donc c'est vous dire à quel point la coca était importante à cette époque. C'est aussi le moment à la fin du 19e siècle où on va découvrir l'héroïne, et l'héroïne s'appelle comme ça parce que c'est le traitement héroïque de la tuberculose. La tuberculose, c'est un des 3 fléaux sociaux de la fin du 19e siècle. C'est une maladie qui touche énormément de personnes et pour laquelle on n'a pas de médicaments. Or là, l'héroïne supprime l'atout des tuberculeux, et c'est tellement merveilleux pour les patients qu'on va appeler ce médicament-là l'héroïne pour ce traitement héroïque de la tuberculose. Alors la population du 19e siècle, elle continue à se soigner majoritairement toute seule. L'automédication, c'est le premier recours des populations quand elles veulent se soigner. Et donc la médecine accompagne vraiment ce processus-là en diffusant dans la presse des contenus de vulgarisation médicale. On encourage notamment les mères à avoir des connaissances sur les médicaments, et notamment sur les médicaments antalgiques. Donc on trouve dans la presse des recettes pour faire des médicaments, par exemple, contre les piqûres de moustiques à base de cocaïne, parce qu'on peut acheter ces substances en fait n'importe où. On peut les acheter sans ordonnance, mais on peut les acheter aussi à l'épicerie. On peut les acheter directement dans les usines pharmaceutiques en les achetant en gros, et donc où elles coûtent beaucoup moins cher. On fait pousser aussi dans son jardin, vous voyez la dame à gauche, un très gros plant de cannabis derrière elle. L'automédication, c'est pas seulement pour se guérir, c'est aussi pour utiliser des substances dans sa vie quotidienne. Donc on utilise les psychotropes qui vont accompagner l'émergence ou le développement plutôt du capitalisme au 19e siècle. Et donc là aussi, dans ces nouveaux rythmes de travail qui se développent, où il faut être performant au travail pendant la journée, donc on va consommer du café ou de la coca. Et puis le soir, quand on rentre chez soi, il faut bien dormir pour bien récupérer, pour être capable de bien retravailler le lendemain. Donc si on a des difficultés à dormir, on va utiliser les premiers somnifères ou de l'opium pour arriver à dormir. Et là aussi, les médecins accompagnent tout ça en diffusant dans la presse des recettes. Vous avez ici une recette de biscuits de coca pour prendre de l'énergie. Et ça accompagne aussi l'émergence du sport moderne, le vélo notamment, qui est le sport très à la mode à la fin du 19e siècle, dans lequel on encourage les sportifs à consommer de la coca. Et puis évidemment, l'usage de l'opium, notamment dans les populations ouvrières, pour pouvoir dormir ou pour faire dormir les bébés. Ça, c'est un usage qu'on retrouve dès le XVIIe siècle, où les parents en fait, sont obligés de donner de l'opium à leurs enfants pour pouvoir dormir pendant la nuit et pouvoir aller retourner à l'usine pendant la journée le lendemain. La fin du 19e siècle, c'est aussi le moment où le corps médical va décrire pour la première fois le phénomène de l'addiction qui n'était pas connu auparavant, et c'est la morphine qui va donner la morphinomanie, qui est la première forme d'addiction moderne qui est décrite. Or, il s'avère que l'immense majorité des cas de morphinomanes de cette époque sont devenus morphinomanes à cause d'une prescription médicale qui n'est pas maîtrisée.
Vous avez ici les différentes maladies qui amènent le plus souvent au cas de morphinomanie. Et c'est un très gros problème, ça, pour la profession médicale, puisque elle se voit tout à coup responsable de l'invention, de la création d'une nouvelle maladie. Donc les médecins vont choisir une double stratégie pour se défendre. La première, ça va être de transférer la responsabilité des cas de morphinomanie des médecins vers les patients. Ce qu'on va expliquer, c'est que tous les patients à qui on donne de la morphine ne deviennent pas morphinomanes. Donc c'est que ceux qui deviennent morphinomanes sont forcément des gens qui sont vicieux, qui sont paresseux, qui recherchent absolument le plaisir, et vous voyez que c'est un discours qui va avoir une grande... qui va demeurer, puisqu'on a toujours ces représentations-là qui sont véhiculées aujourd'hui. La deuxième stratégie, ça va être de décrire la morphine et les autres, un certain nombre d'autres psychotropes comme des substances beaucoup trop dangereuses pour pouvoir être utilisées par des personnes profanes, et donc on va le corps médical va réclamer le monopole sur ces substances-là. Ce déplacement de la responsabilité, il repose principalement pour les médecins sur les femmes morphinomanes. Donc c'est elles qui vont être visées en particulier parce qu'on est à la fin du 19e siècle, à une période de très grande misogynie en France. Et donc on va porter l'attention sur les femmes. Il n'y a pas vraiment de description qui correspond à ce que vous voyez là dans les études médicales qui sont produites à cette époque-là. Et pourtant, le discours médical va créer cette représentation de la morphinée, donc une femme qui est une demi-mondaine, une courtisane, qui va rechercher à tout prix le plaisir, et si possible un plaisir qui ne soit pas recherché avec des hommes, donc un plaisir qui est solitaire et qui passe par la morphine. C'est un discours qui marche très bien, vous voyez que c'est repris dans tous les arts de l'époque, dans la peinture, dans les romans, dans les chansons, dans les films ensuite, et qui va permettre de stigmatiser très fortement les morphinomanes. En 1916, on a la première loi qui interdit la vente et l'achat de certaines substances psychotropes sans l'autorisation, enfin sans une prescription médicale. C'est une loi qui théoriquement est là pour protéger cet usage, pour défendre le monopole médical sur ces substances. Mais en fait, ce qu'on observe, et ce que j'observe pour chaque substance, c'est que dès qu'un produit est classé dans le nouveau tableau des stupéfiants qui est créé en 1916. En réalité, le corps médical lui-même, qui est censé avoir le monopole sur ces produits, va arrêter progressivement de considérer ces substances comme des médicaments et ne va plus les voir que comme des drogues dangereuses, et donc va de lui-même arrêter de les employer. Vous voyez ici la baisse de l'usage de la morphine à partir de la loi de 1916, jusqu'à arriver à ne plus consommer en France que 27 kg de morphine dans les années 1980, avec toutes les conséquences sanitaires pour les patients que ça implique évidemment. Alors on avance, on arrive au XXe siècle, dans les années 50, qui vont être les 10 ans qui ont changé la folie, selon l'expression du psychiatre Jean Thuillier. Il va y avoir l'invention d'une nouvelle discipline médicale, qui est la psychopharmacologie, et qui va faire une troisième voie dans la psychiatrie entre les thérapies de choc et la psychanalyse qui existaient jusque-là. Et il y a deux types de substances qui vont être utilisées là-dedans, qui vont être découvertes à cette époque. D'un côté, les neuroleptiques, et de l'autre côté, les psychédéliques qui vont permettre de faire des thérapies avec ces produits-là. Alors je vais très vite sur les psychédéliques puisque Lucie va en reparler dans un instant. La substance la plus étudiée à ce moment-là, c'est le LSD, au point que c'est même l'un des médicaments les plus étudiés au monde à cette époque. On l'utilise dans plein d'indications différentes et sur des très, très grande population de patients, mais très rapidement, il va y avoir une condamnation à la fois dans le milieu médical et une condamnation aussi culturelle et sociale autour de cette substance. Là aussi, je ne développe pas, si vous voulez, j'ai fait un podcast sur ce sujet-là qui décrit vraiment comment on a arrêté les études sur les psychédéliques en France. Les neuroleptiques, de leur côté, vont vraiment révolutionner la psychiatrie. Pour la première fois, on va pouvoir renvoyer les patients chez eux. Jusque-là, un patient qui était diagnostiqué schizophrène, il allait passer sa vie dans un asile psychiatrique. Et du coup, la découverte dans les années 50 des premiers neuroleptiques, c'est vraiment vu comme une révolution. C'est perçu comme ça par à la fois les familles, les patients et les personnes du corps médical, mais très rapidement, dans les années 70, et ça va s'accentuer dans les années 80, c'est des produits qui vont de plus en plus être prescrits en dehors des règles de mise sur le marché, en particulier prescrites chez les femmes, donc les anxiolytiques, les antidépresseurs, au point qu'on peut vraiment se demander dans quelle mesure c'est des substances qui ne sont pas juste prescrites pour que les femmes continuent en fait à maintenir leurs rôles sociaux,
et à ne pas se poser de questions en fait, sur pourquoi en fait, je me sens si mal dans cette société et qu'est-ce que je pourrais faire pour la changer. Donc voilà, il y a des critiques évidemment très fortes, de plus en plus fortes sur l'usage de ces substances administrées aux femmes aujourd'hui, des substances qui sont majoritairement prescrites par des médecins généralistes qui n'ont pas de formation psy et qui ne peuvent pas en fait, accompagner ces femmes dans leur processus thérapeutique. Alors on arrive à la fin du XXe siècle, au début aujourd'hui du XXIe siècle. On est dans une période de réhabilitation d'un certain nombre des psychotropes, des stupéfiants plutôt, hein, donc des substances qui ont été interdites, qui étaient utilisées en médecine. La première de ces substances à être réhabilitée, c'est la morphine, au cours des années 90, qui va passer vraiment du statut de la drogue ultime jusque dans les années 60 à progressivement une substance qu'on réemploie, au point que les nouvelles générations ont complètement oublié que la morphine, c'était la drogue du XXe siècle. Dans les années 90 aussi, avec l'épidémie de sida, il y a le cannabis thérapeutique qui va refaire surface. C'est les patients victimes du sida qui vont réclamer qu'on soulage un peu mieux leur douleur et qui font état d'un usage du cannabis qui permet de soulager un certain nombre de symptômes. Donc c'est à partir de ça qu'on va refaire des études. Vous avez ici un article de 2001 qui montre que Bernard Kouchner était favorable à une légalisation partielle du cannabis à cette époque-là, mais ça a fait un tel tollé, cet article, dans la presse, qu'il a été obligé de se rétracter. Et vous voyez que plus de 20 ans plus tard, on n'a pas beaucoup avancé sur ces questions-là. Et puis, les psychédéliques qui font leur retour en médecine depuis une vingtaine d'années. Pas encore en France. On a un petit peu du mal en France, comme on a pu le voir là, sur toute cette histoire-là, on a du mal à concilier le fait que des psychotropes puissent être utilisés de manière festive, récréative, expérientielle, et soit aussi des médicaments. On a plutôt tendance à se focaliser sur les questions d'addiction qui touchent finalement une très faible partie des consommateurs et des consommatrices. Donc voilà, on est dans cette période-là où on se questionne à nouveau sur les propriétés thérapeutiques de ces substances, et c'est passionnant de voir où ça va nous mener. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je reste disponible si vous voulez. Merci pour cet exposé en moins d'une demi-heure, là, bravo, sur cet exposé très passionnant et sur l'histoire des psychotropes. On prendra les questions, commentaires à la fin. Là, c'est Lucie donc Berkovitch, qui est psychiatre, hein, qui est doctorante, post-doctorante, on dit quoi, post-doctorante, en ce moment aux États-Unis, là, et qui va nous parler plus de ton point de vue neurobiologique, de l'usage thérapeutique des psychédéliques. Lucie, vas-y. Merci beaucoup. Merci d'abord aux organisateurs de m'avoir invité. Merci à toutes et à tous d'être là de si bon matin. Donc en effet, moi je vais vous parler de l'usage thérapeutique des psychédéliques avec un point de vue qui est en effet plus médical. Donc on va voir un petit peu justement ce renouveau et cette recherche un peu plus récente sur ces molécules. Alors j'ai mis quand même une slide de conflit d'intérêt, mais en gros j'en ai pas, mais j'ai des financements et je suis payée en ce moment par l'université de Yale où je travaille. Alors je vais redonner une définition des psychédéliques, j'espère que vous ne le prendrez pas comme un affront, mais c'est un ensemble de substances parmi lesquelles on trouve la psilocybine, donc qui est le principe actif des champignons hallucinogènes, le LSD, la diméthyltryptamine que l'on trouve dans l'ayahuasca, entre autres, la mescaline qui est issue du cactus peyote, et puis il y a tout un tas de dérivés synthétiques. Je vous ai mis ici le 2CB, mais d'autres molécules qui ont des structures chimiques proches et qui donnent des effets comparables. Alors, on peut donner pas mal de définitions différentes aux psychédéliques. Une définition qui est peut-être un peu rigide, mais qui permet d'être un peu claire, c'est une définition pharmacologique. Et en fait, le point commun de toutes ces molécules, c'est qu'elles vont agir sur le récepteur 5-HT2A, qui est un récepteur à la sérotonine qu'on trouve un peu partout dans le cerveau, et elles vont aller activer ce récepteur. Et ce qu'on pense, c'est que c'est cette activation sur ce récepteur qui va donner ces effets qu'on connaît bien, hein, qui ont d'ailleurs donné au nom de ces molécules aussi le terme d'hallucinogène, donc ces effets sur lesquels on va revenir de distorsion perceptive, etc. Ce qu'on a redécouvert donc plus récemment, c'est les propriétés thérapeutiques, et je dis bien redécouvert puisqu'en effet on voit que c'est une longue histoire, mais avec on va dire une méthodologie qui est plus rigide, plus moderne, et qui permet aussi de faire rentrer peut-être ces molécules dans le cadre législatif des médicaments.
Alors, pour détailler un petit peu ses propriétés thérapeutiques, donc, comme l'a dit brièvement Zoé avant moi, mais en fait c'est vrai que c'est une vieille histoire, hein, l'usage thérapeutique des psychédéliques, avec un usage millénaire à des fins rituelles, donc pas forcément directement thérapeutique, mais peut-être avec en partie ses applications. Notamment en Amérique latine, et puis en Occident, à la fin du 19e, donc cette période un peu d'engouement autour des psychédéliques après la découverte du LSD, avec même une période de commercialisation, hein, notamment du LSD et de la psilocybine, et des essais thérapeutiques qui se tiennent en France, entre autres à l'hôpital Sainte-Anne. Et puis il y a ensuite donc cette assez longue période de prohibition, hein, qui fait suite à une forme de panique un peu autour de ces questions-là, et puis aussi des enjeux politiques, mais dont je ne suis pas spécialiste. Et ce à quoi on assiste, c'est un redémarrage en fait de la recherche psychédélique. En gros, à la fin des années 90, et puis avec vraiment une accélération dans les années 2000, là vous voyez sur cette courbe, hein, le nombre de publications scientifiques sur la question des psychédéliques qui véritablement est exponentiel. Ce graphique va jusqu'à 2020, mais je peux vous dire que ça continue, il continue d'y avoir vraiment de plus en plus d'articles publiés sur la question. Et en effet, alors ces études, ces nouvelles études, elles ont une spécificité par rapport à ce qu'on connaît habituellement en psychiatrie, c'est que le paradigme de soins qui est utilisé est celui d'une psychothérapie assistée par les psychédéliques. Alors ça avait déjà été fait en effet lors de la première vague sur les psychédéliques, mais en France par exemple c'est quelque chose d'assez nouveau, de considérer qu'on ne va pas se contenter de donner un médicament tel quel, mais on va vraiment utiliser l'état dans lequel ce médicament met les patients pour faire de la psychothérapie, avec deux objectifs principaux. Le premier, c'est un objectif de sécurisation de la prise, donc se dire qu'on va pouvoir accompagner les patients pour éviter qu'ils se sentent anxieux, qu'ils soient en difficulté avec les effets de ces molécules. Et puis le deuxième intérêt, c'est de potentialiser l'effet des psychédéliques par l'effet de la psychothérapie, ou dans l'autre sens, en tout cas de faire une synergie entre les deux, et donc d'améliorer l'efficacité que l'on peut en retirer. Et ce qu'on observe donc dans ces études cliniques dont je vais vous parler juste après, c'est que c'est quelque chose d'assez impressionnant, hein, pour nous psychiatres. Après une ou deux prises, il y a ces effets bénéfiques qui sont immédiats. Et ça, dans le champ de la psychiatrie, c'est nouveau, parce qu'en fait, les molécules que l'on donne, s'il s'agit d'antidépresseurs, etc., ça met vraiment plusieurs semaines à agir, et c'est extrêmement long et difficile pour les patients de devoir attendre d'avoir cette efficacité. C'est aussi des effets qui sont durables, et ça c'est un point qui est très important aussi, parce qu'on a des molécules d'action rapide, mais qui en général ne durent pas très longtemps. Même des molécules à visée antidépressive, je pense notamment à la kétamine, qui maintenant peut être utilisée dans la dépression résistante et qui apporte des bénéfices, mais en fait qui persistent pas, et donc on est obligé là à nouveau de répéter les prises. Donc là, on a quelque chose qui peut durer dans le temps. Et puis, un dernier point qui est un peu curieux, mais c'est qu'en fait, ça marche dans différents diagnostics psychiatriques. Et ça pose un peu la question du mécanisme d'action, puisqu'on se dit, mais c'est un peu... Enfin, finalement, est-ce que les maladies ont un mécanisme commun? Enfin, comment ça se fait que ça marche comme ça, que c'est un peu tout terrain? Alors, l'une des indications qui a été la plus étudiée, je sais que ce n'est pas forcément l'objet de cette conférence, mais c'est la dépression, avec donc, des études. Donc ici, vous voyez une des premières études sur la question de la dépression, où en fait, il y a eu... Donc c'est une administration de psilocybine avec de la psychothérapie. Et sur ce graphique, ce qu'on voit, donc il y a l'échelle de dépression en fonction du temps. Vous voyez le petit triangle rouge qui est le moment où on administre la psilocybine, et chaque trait correspond à un patient. Et ce que vous voyez, c'est qu'il y a une diminution qui est extrêmement importante de la symptomatologie dépressive, avec même en fait une bonne partie des patients qui vont se retrouver en rémission, et ce de manière durable, puisque ce graphique montre un suivi jusqu'à 3 mois. Et d'autres patients qui vont avoir soit une amélioration temporaire avec donc des symptômes qui peuvent réapparaître dans un second temps, soit en effet qui répondent pas trop, mais quand même quelque chose qui est vraiment extrêmement impressionnant en termes d'efficacité. Alors après c'est important, hein, pour nous, et notamment dans le cheminement du développement du médicament, de pouvoir comparer l'efficacité d'une nouvelle molécule ou d'un nouvel usage d'une molécule connue
au traitement de référence. Donc il y a par exemple cette étude qui compare la psilocybine à l'escitalopram. L'escitalopram, c'est un antidépresseur qu'on utilise couramment en psychiatrie, toujours dans un paradigme de psychothérapie assistée. Et on essaye de voir s'il y a une différence. Donc les patients ne savent pas ce qu'ils vont recevoir et puis on regarde, on mesure l'efficacité comme ça en aveugle. Alors évidemment, on va y revenir, mais la question de l'aveugle avec les psychédéliques, c'est quand même un peu discutable. Mais en tout cas, ce qu'on observe, c'est dans cette étude, en fait, il n'y a pas de différence significative, c'est-à-dire que statistiquement, on ne peut pas dire si l'un fait mieux que l'autre, même si vous voyez que la courbe rouge de la psilocybine semble en dessous de la courbe bleue de l'escitalopram, donc on a l'impression que numériquement, ça fait mieux. Mais en tout cas, il n'y a pas de différence, mais ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que ça, parce que ça veut dire qu'avec une prise de psychédélique, on fait aussi bien qu'avec un traitement antidépresseur pris tous les jours dans une même population de patients. Alors il y a d'autres indications, notamment l'anxiété liée à la fin de vie. Donc vous voyez ici des graphiques qui ont à peu près la même allure. Donc après une prise de psilocybine, ici il y avait un bras placebo. On voit qu'il y a cette diminution très importante de la composante anxieuse, de la composante dépressive chez des patients qui sont en soins palliatifs avec une pathologie incurable et donc un apaisement par rapport à une mort imminente. Donc des effets qui sont quand même extrêmement intéressants. Et des indications dans les addictions, je vais détailler juste après. Et puis pas mal d'essais en fait en cours. Alors à la fois des essais qui ont pour objectif de valider ces molécules comme des médicaments, donc on parle de phase 2 ou de phase 3 dans le développement du médicament, avec des indications comme l'anxiété ou la dépression. Et puis aussi l'élargissement à d'autres indications dans le champ de la psychiatrie, mais également en dehors. Donc les troubles obsessionnels compulsifs, il y a eu une étude déjà publiée, mais qui était, là ça doit être confirmé. Les troubles du comportement alimentaire, vous voyez qu'il y a les douleurs aussi, donc en dehors du champ de la psychiatrie, état de stress post-traumatique, etc., etc. Alors, dans le champ des addictions, il y a une première étude qui a été publiée sur le tabac. Alors, je vous mets ces graphiques à nouveau avec donc, différents items, différentes manières de mesurer la façon dont les participants vont avoir une efficacité sur leur tabagisme. Mais en fait, ce qui est important, c'est de regarder ici, parce que ces deux courbes, elles distinguent les gens qui ont eu une réponse aux médicaments à ceux qui n'en ont pas eu. Donc, c'était aussi une étude avec la psilocybine. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a quand même 80% des gens qui répondent à la psilocybine, avec en fait une étude qui a un suivi au long cours, donc à 12 mois et même plus tard avec une moyenne de suivi à 30 mois, où en fait on a une abstinence. Donc les gens arrêtent de fumer après avoir pris de la psilocybine dans cette étude, qui sont vraiment une majorité à maintenir aussi cette abstinence dans le temps. Pour l'alcool, une première étude qui montre qu'il y a une diminution du nombre de verres consommés par jour chez des personnes qui sont alcoolodépendantes, avec, là, vous voyez encore à nouveau un effet rapide et durable. Et puis une étude plus contrôlée, là, qui est parue l'année dernière, qui compare avec du placebo, où on a encore cette efficacité. Vous voyez qu'elle est un peu moins impressionnante, mais c'est quelque chose qu'on observe de manière classique quand on a une méthodologie qui est un peu plus stricte. Et on voit quand même que là, on a un suivi à 36 mois avec des gens qui diminuent significativement le nombre de verres consommés par jour. Donc on a quand même ces effets qu'on voit un peu partout. Alors peut-être le tabac et l'alcool, c'est les indications qui ont été explorées de manière les plus rigoureuses, mais il y a aussi d'autres indices pour d'autres substances. Et ça me semble intéressant de le mentionner ici, avec notamment des études en ligne. Donc c'est des rapports d'usagers, donc ça n'a pas évidemment les mêmes critères de reproductibilité que ces études dont je viens juste de vous parler, mais qui montrent que les gens n'ont plus de critères de troubles liés à l'usage de différentes substances après prise de psychédéliques, donc de manière autonome. C'est donc très différent, mais avec quand même une réduction qui est à nouveau très impressionnante, quoi. 72% de disparition des critères de troubles liés à l'usage des opioïdes, 60% pour le cannabis, 75% pour les psychostimulants, donc y compris avec, pour des substances pour lesquelles on n'a pas forcément de solution à proposer pour les patients. Alors en médecine, on est toujours intéressé par l'efficacité, mais c'est aussi important de pouvoir mettre ça en balance avec de la tolérance. Et ce qu'on voit en fait à travers ces études, c'est qu'il n'y a pas d'effet secondaire grave qui a été rapporté. Il peut y avoir un inconfort pour certains patients au moment de la prise des psychédéliques, avec des nausées, maux de tête, la fréquence cardiaque et la pression artérielle qui augmentent, une anxiété transitoire qui ne perdure pas au-delà de la prise. Je tiens quand même à mentionner qu'il y a une étude dans la dépression qui montre qu'il y a une augmentation numérique des idées suicidaires après prise de psilocybine.
Mais encore une fois, donc, je parlais du rapport bénéfice-risque. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une amélioration significative de la symptomatologie dans ces groupes. C'est simplement un signal, et puis que c'était en l'occurrence pas significatif sur le plan statistique, donc c'est difficile de dire si c'est véritablement lié à la prise de psilocybine ou pas. En tout cas, il faut qu'on soit attentif à cette dimension-là, parce que c'est évidemment un paramètre important pour les patients. Par rapport à la pensée populaire, il n'y a pas d'addiction, il n'y a pas de patient qui, au décours de ces essais, ait développé une addiction. Très peu, en fait, reconsommé des psychédéliques. Il n'y a pas eu de transition psychotique, c'est-à-dire d'entrer dans la schizophrénie, par exemple, au décours de ces séances. Mais je tiens à préciser qu'il y a quand même ce cadre médical qui permet vraiment d'accompagner la prise, de préparer, etc. Et puis, il y a aussi une sélection très importante des patients qui sont impliqués dans ces études. Donc, toutes les personnes qui sont à risque, qui ont des facteurs de vulnérabilité par rapport notamment au risque d'entrer dans la psychose ne sont pas inclus dans ces études. Les doses de... Alors, pour la psilocybine, c'est souvent 25 mg. Parfois, ils font une première prise à 10. Les études sur le LSD, c'est 100, en général 100 parfois ça monte à 200. Et puis la DMT, c'est un peu plus difficile. Là, il y a pas mal d'études sur la 5-MeO-DMT où on est autour de 12 mg. Voilà. Donc c'est des doses pleines, c'est des doses psychédéliques. Vraiment, les gens sont dans un état second. En tout cas, au total, on a une balance bénéfice-risque qui semble favorable. Voilà. Alors, je dis un mot des apparentés aux psychédéliques, qui ont aussi démontré, ou sont peut-être en voie de démontrer des propriétés thérapeutiques. Alors, la kétamine dans la dépression, avec cette étude maintenant qui remonte un petit peu, mais où on voit à nouveau cette efficacité rapide de la kétamine par rapport au placebo dans la dépression. Et puis, en fait, l'eskétamine a reçu l'autorisation de mise sur le marché dans la voie en forme nasale, mais avec ce problème que je mentionnais, enfin cette limite du moins, qui est que la durée d'efficacité en moyenne est d'1 semaine, et donc on a un protocole où on doit répéter les doses de façon qu'on espace ensuite progressivement, mais sinon on n'arrive pas à maintenir les bénéfices. La deuxième molécule là, qui est beaucoup étudiée en ce moment, c'est la MDMA, notamment dans l'indication de l'état de stress post-traumatique, avec là aussi un paradigme de psychothérapie assistée avec plusieurs sessions. Et ce que vous voyez à nouveau sur ce graphique, c'est qu'il y a une plus grande proportion de participants qui va être en rémission, avoir une disparition de la symptomatologie post-traumatique lorsqu'ils reçoivent de la MDMA avec la psychothérapie en comparaison avec le placebo plus psychothérapie. Et puis un dernier mot rapide de l'iboga, qui est issu de cet arbuste qu'on trouve en Afrique de l'Ouest, qui est connu des usagers comme étant une molécule qui a un potentiel pour aider face aux addictions, notamment aux opioïdes, et qui là, de manière récente, suscite à nouveau de l'intérêt, alors avec des problèmes, parce qu'il y a notamment une toxicité cardiaque qui peut évidemment être une limite importante à son utilisation, mais en tout cas, les États-Unis, dans le contexte de la crise aux opioïdes, ont décidé d'investir, là en l'occurrence au Kentucky, d'énormes budgets pour lancer la recherche et essayer de mieux comprendre comment cette molécule pourrait éventuellement aider les personnes qui souffrent d'addiction. Alors je vais vous dire un mot de l'expérience psychédélique, mais je pense que je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Donc l'expérience psychédélique, c'est une expérience qui est souvent considérée comme mémorable, et même comme l'une des expériences les plus importantes de la vie des personnes qui ont utilisé les psychédéliques, avec donc, tout ce courant artistique, intellectuel, des livres qui portent sur cette question. Là, je vous ai mis Les Portes de la Perception d'Aldous Huxley et puis Misérable Miracle d'Henri Michaud, qui décrivent très bien ces moments où ils sont sous mescaline, et à la fois les effets sur le plan de la perception et les effets sur le plan du cours de la pensée aussi, avec même des dessins dans Misérable Miracle. Mais on voit bien en tout cas l'impact, la force en tout cas de cette expérience sur le vécu des personnes. Une durée qui est assez variable, de 15 à 30 minutes pour la DMT et 10 à 12 heures pour la mescaline et le LSD. Donc c'est quand même pas du tout la même chose. Et puis sur le plan du contenu de cette expérience, il y a ces distorsions visuelles avec ces effets de mouvement, de respiration, de volute, l'intensification des couleurs, une altération de la perception du temps et de l'espace. Une expérience qui est souvent vécue comme extrêmement esthétique et avec souvent une composante aussi mystique et spirituelle. Sur le plan émotionnel, un bien-être, une hilarité, parfois aussi de l'anxiété qui est associée à ces distorsions perceptives.
Et puis à des doses plus importantes, ce qu'on appelle la dissolution de l'ego, c'est-à-dire le fait de se sentir complètement dissous et connecté à son environnement, comme faisant partie d'un grand tout et comme n'ayant plus vraiment d'individualité. Donc c'est quelque chose aussi qui est souvent assez marquant pour les personnes qui le vivent. Et donc nous, dans le champ de la science, hein, on peut mesurer un peu ces différentes dimensions. Donc vous voyez ici ce qu'on appelle un radar plot, où on peut regarder un peu comment ces expériences se déploient, notamment en fonction de la dose. Donc là, vous voyez qu'avec la psilocybine, il y a effectivement un effet dose, notamment sur le côté visionnaire, que l'on peut mesurer. Alors, la question qui vient assez naturellement, c'est est-ce qu'il y a un lien, finalement, est-ce que c'est cette expérience-là qui a un potentiel thérapeutique? Et alors, ce qu'on peut se dire, hein, c'est qu'en effet, cette expérience, elle permet de faire un peu un pas de côté, avec un nouveau regard sur le monde, notamment parce qu'il y a cette amplification perceptive. Donc ça, on peut le voir même au niveau cérébral, hein, les aires dédiées au sens, notamment les aires visuelles, sont hyper activées sous psychédélique. Et puis, il y a une diminution de l'activité des structures cérébrales qui sont dédiées à la focalisation sur soi et qui s'activent notamment lorsqu'on est en train de ruminer. Donc en fait, il y aurait moins de rumination et une forme de focalisation sur le monde extérieur, de sentiment de connexion et donc de décentrement en fait, par rapport à un certain nombre de problématiques. L'autre aspect, c'est qu'il y a moins de sensibilité aux émotions négatives, ça a été bien montré aussi, hein, y compris à travers des études d'imagerie cérébrale, où on voit que l'amygdale cérébrale, qui est une structure qui s'active face aux émotions, est moins réactive aux stimuli négatifs, donc des visages avec des expressions de colère ou de tristesse, quand on est sous psychédélique, avec un effet d'ailleurs qui est corrélé à une amélioration sur le plan de l'humeur. Il y a une plus grande flexibilité mentale, et ça je crois que c'est un point qui est particulièrement important pour l'indication en addictologie, puisque on voit qu'on a besoin parfois justement d'assouplir un certain nombre de comportements ou de schémas qui vont être un peu répétitifs chez les patients ou dans lesquels ils vont se sentir coincés. Et puis, sur le plan vraiment anatomique, en fait, il y a une augmentation de ce qu'on appelle la plasticité cérébrale. Donc, en fait, si on prend les neurones, ils ont des connexions comme ça, une arborisation dendritique qui peut être diminuée dans le cadre de pathologies, donc par exemple dans la dépression ou en situation de stress chronique. Et ce qui a été observé maintenant dans pas mal d'études chez l'animal et de manière assez convaincante, c'est qu'il y a une restauration de cette connectivité cérébrale, vraiment à l'échelle des neurones, après administration de psychédéliques. Donc on répare en fait ce qui a pu être abîmé par la dépression ou le stress. Et tout ça fait un terrain assez favorable à la psychothérapie, puisqu'on va être ouvert au monde, on va être disponible et peut-être dans un état émotionnel qui est un peu plus positif. Alors je dis un mot du principe de psychothérapie assistée. Alors, il s'agit d'accompagner la prise dans un lieu qui va être dédié, hein, donc c'est une pièce qui est aménagée spécialement pour ça. La personne qui va recevoir les psychédéliques s'allonge sur un lit ou un divan. Elle porte un masque, comme un masque d'avion. On lui met un casque avec de la musique dans les oreilles. Et puis, il y a 2 thérapeutes qui sont présents pendant la séance, souvent un homme et une femme. Et il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur ce dispositif de psychothérapie assistée, avec même des manuels un peu formels sur comment faire. Et cette psychothérapie, elle se déroule en fait en 3 temps, avec d'abord un temps de préparation, donc ça c'est avant la prise. Bon, d'abord on fait connaissance avec le patient puisqu'on va être là pendant la prise, donc c'est quand même pas mal qu'il puisse nous identifier. On voit avec le patient les points qu'il souhaite travailler, on reprend un peu des éléments d'anamnèse, de ses difficultés. On informe la personne sur les effets et puis on prépare aussi au lâcher-prise pour qu'il n'y ait pas de lutte contre les effets pharmacologiques. Et puis on peut commencer à anticiper déjà éventuellement ce qu'on fait si jamais ça ne se passe pas bien. Et puis on essaie de définir un peu une conduite à tenir. La deuxième étape, c'est donc l'accompagnement au moment de la prise. Donc l'idée, c'est d'être disponible, de pouvoir apporter une forme de soutien, d'échanger éventuellement autour du vécu, mais toujours à la demande du patient en fait. Donc il y a vraiment aussi des séances où la personne ne parle pas du tout. On va surveiller la tolérance, notamment même sur le plan physique. Et puis on peut gérer les situations d'anxiété. Donc il y a ce qu'on appelle le toucher thérapeutique, évidemment, qui doit être défini en amont, consenti en amont, mais prendre la main de la personne par exemple, l'aider à se focaliser sur la musique ou sur ses intentions, les objectifs qu'elle avait autour de la séance, faire des exercices de respiration et puis proposer des traitements de secours. Et puis enfin, on fait un débrief immédiat et
dans un second temps, on va faire ce qu'on appelle de l'intégration. Donc c'est vraiment une séance un peu distincte, où on demande à la personne de raconter la séance de manière un peu extensive, de reprendre éventuellement les moments difficiles et peut-être le rapport qu'il peut y avoir entre ces moments qui ont posé problème et les symptômes de la personne, voir comment ces moments ont pu être bénéfiques ou pas sur les symptômes, et comment ça va pouvoir s'appliquer, se déployer ensuite dans la vie quotidienne du patient, avec des mécanismes qu'on ne connaît pas très bien, hein, mais on voit bien qu'il peut y avoir un renforcement de la relation patient-thérapeute, une bonne alliance thérapeutique au gré de ces séances, une attention portée au moment présent, donc des choses qu'on connaît déjà dans la psychothérapie classique, ou mindfulness en l'occurrence, l'acceptation de soi. Et puis peut-être une motivation au changement qui peut être boostée aussi par ce dispositif. Alors, les effets subjectifs qui justifient cet accompagnement, ils ont un rôle en fait aujourd'hui qui est assez controversé dans l'efficacité de ces molécules, avec vraiment des gens dans la communauté qui estiment qu'ils sont absolument indispensables à obtenir des effets durables, et puis d'autres qui au contraire disent bah non, on peut dissocier en fait ces effets, cette expérience psychédélique de l'efficacité de ces molécules. Alors au niveau des données, en fait, il y a un certain nombre d'études qui retrouvent une corrélation entre l'intensité de ces effets et l'efficacité. Vous voyez ici le même graphique que je vous ai montré. On voit en bleu que les gens qui ont eu les effets les plus forts, enfin les répondeurs en tout cas qui sont en bleu, ont eu les effets les plus forts, et les non-répondeurs ont eu des effets moins forts, sauf dans la dimension de l'anxiété, donc a priori leur expérience était un peu moins agréable. Cependant, c'est quelque chose qui n'est pas retrouvé dans des essais de plus grande ampleur ou qui sont plus contrôlés. Et donc ça pose une question qui est, et qui est d'ailleurs un problème méthodologique dont j'ai déjà parlé, c'est ce problème de l'effet placebo. C'est dans quelle mesure, plus on a une expérience intense, plus on va avoir un effet placebo, parce que ça va être plus facile de savoir qu'on a reçu des psychédéliques, ou on va se dire, bah oui, je ressens quelque chose, donc ça marche. Et ça, c'est un problème méthodologique qui est vraiment difficile à adresser, parce que on voit bien que les molécules qui ont des effets psychédéliques, il n'y a pas de placebo qui va avoir les mêmes effets sans avoir la même structure pharmacologique. Il y a aussi des risques potentiels liés à ces effets subjectifs, notamment l'anxiété. Ça peut être quand même vécu comme très désagréable, et c'est des choses qu'on voit déjà par exemple avec la kétamine, quand on la donne à l'hôpital. Il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça, des gens qui ont la sensation de perdre pied. Il y a le risque de passage à l'acte. Alors évidemment, dans le cadre médicalisé, c'est extrêmement rare, mais enfin, on ne sait jamais. Et puis surtout l'état de vulnérabilité dans lequel vont se trouver les patients, avec quand même malheureusement des descriptions là, depuis qu'il y a des essais psychédéliques, de quand même de très rares cas d'abus du thérapeute sur la personne. Donc c'est quand même inquiétant, et c'est un problème. Donc ça souligne à nouveau le caractère essentiel de la préparation et du cadre. Et puis, il y a une question qui est un peu bassement matérielle, mais c'est la question de l'implémentation, parce que quand on voit le dispositif de psychothérapie qu'il faut déployer pour accompagner ces effets, ça a un coût énorme, ça nécessite de réorganiser les soins. Pour valider aussi auprès des autorités de santé ce dispositif un peu spécial, c'est pas du tout simple. Donc on voit que ça complique en fait beaucoup les choses, même si on voit aussi le potentiel, l'intérêt, et de se dire ça peut aussi remettre de l'humain dans le soin, donc on aimerait bien pouvoir garder ça. Alors, des gens ont essayé de dissocier les deux, de traiter sans triper, notamment en utilisant des antidotes, donc des molécules qui vont antagoniser les récepteurs 5-HT2A, avec des études qui ont utilisé une molécule qui s'appelle la kétancérine et qui ont montré chez l'animal qu'on pouvait garder des effets antidépresseurs même s'il n'y avait pas d'effet subjectif. Alors chez l'animal, les hallucinations sont mesurées parce que les souris bougent la tête de droite à gauche. C'est un proxy pour voir à quel point elles ont des hallucinations, mais c'est assez fiable en fait. Et puis il y a un cas qui a été rapporté d'un patient qui était dans un essai psilocybine et dépression et qui prenait en fait de la trazodone, qui est un médicament qu'on n'a pas en France, mais qui antagonise aussi, qui est un antidépresseur qui antagonise aussi ces récepteurs, qui a eu 0 effet subjectif et qui a pourtant eu une amélioration considérable de son tableau dépressif. Il y a plein de firmes et d'équipes qui essayent de développer des analogues non hallucinogènes, donc des molécules qui sont proches chimiquement mais qui n'ont pas ces effets-là. Notamment donc, cette équipe qui a développé un analogue de l'iboga et qui l'a administré chez l'animal dans un modèle de binge drinking, et qui montre que cette molécule, elle permet une diminution majeure de la consommation d'alcool sans qu'il y ait les effets subjectifs. Ils ont aussi exploré l'effet sur la prise d'héroïne. Et ce que vous voyez alors, sur ce graphique qui est un peu compliqué, mais en gros, à chaque fois qu'on administre cette molécule à différents temps de la consommation, de l'extinction, de la réinstauration de la consommation, bien, il y a une diminution conséquente. Et puis la troisième option, c'est le microdosing, avec aujourd'hui des effets cérébraux qu'on retrouve, qui ressemblent à ce qu'on a avec des pleines doses.
mais des effets sur le plan comportemental et cognitif qu'on n'arrive pas très bien à cerner, qu'on n'arrive pas très bien à objectiver, qui semblent modestes. Qui semblent fortement liés aux attentes. C'est-à-dire qu'on voit que en fait, plus les gens attendent du microdosing et plus ils ont des effets bénéfiques. Donc ça pose à nouveau la question de l'effet placebo. J'ai bientôt fini. Donc à la fin, on peut dire qu'il y a un changement de paradigme. D'abord, un tournant pour la psychiatrie, très vraisemblablement, si ces effets sont confirmés, avec cette efficacité qui est inédite dans différents troubles psychiatriques. On a parlé de la taille d'effet, donc des effets qui sont très importants, de leur temporalité immédiate et durable, après une prise ponctuelle, de ce dispositif de psychothérapie assistée. Et puis, j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un outil pour explorer la perception, y compris chez le sujet sain, et peut-être comprendre aussi l'émergence de certains symptômes. Donc pour le coup, c'est un autre champ, par exemple, de mieux comprendre les symptômes psychotiques, parce qu'on peut reproduire en partie ces symptômes avec les psychédéliques et développer peut-être des traitements ciblés. On a des risques qui semblent bien contenus dans le cadre médical, mais il faut plus d'études. Et je pense qu'il faut souligner à nouveau l'importance du principe de précaution, évidemment, pour protéger les patients, mais aussi pour éviter des vagues à nouveau de panique ou de prohibition. Et puis des questions en suspens. Donc aujourd'hui, l'effet placebo, c'est pas clair. Les rôles respectifs de la psychothérapie et de la pharmacologie, vu l'intensité de la psychothérapie, ça se pose aussi. Et puis comment on administre, il faut affiner un petit peu tout ça. Avec ce défi en termes de faisabilité, à la fois un besoin humain et l'implémentation dans un système de soins qui est déjà en crise et qui est déjà extrêmement tendu. Alors j'en finis avec peut-être un propos un peu plus général sur ce qu'on peut aussi dire de cette réémergence des psychédéliques en termes de politique des drogues. Ce qu'on voit, c'est que, ça a été dit d'ailleurs aussi par Mario, les risques qui sont extrêmement liés au contexte de la prise, avec ce cadre médical d'un côté, a priori très sécurisé, ces accidents qui ont quand même été rapportés, et je pense qu'il ne faut pas non plus sous-estimer lors de consommation récréative, mais qui ont certainement d'autres paramètres, notamment la question des produits, de leur qualité, du dosage, etc. Le fait que les personnes ne sont peut-être pas bien préparées aux effets et peuvent paniquer, la question de la vulnérabilité individuelle et des facteurs de risque. Et ce qu'on voit surtout, c'est que l'interdiction de faire des recherches, ça empêche de bien comprendre ces risques et leurs mécanismes, mais ça a aussi empêché et retardé la redécouverte du potentiel thérapeutique et la possibilité de valider ces molécules comme des médicaments. Donc c'est quand même bien dommage. Donc, moi, il me semble important de distinguer cette administration médicale ou dans le cadre de la recherche, évidemment qu'il faut, je pense, énormément pousser en fait pour savoir de quoi il retourne, de la prise récréative pour laquelle chacun peut avoir un avis personnel. Et dans tous les cas, le développement et le partage des connaissances, on sait que c'est aussi la clé de protection des usagers parce qu'on découvre aussi des choses au gré des études que les usagers, malgré leur grande expérience et souvent le bouche à oreille qui permet de bien cerner les effets, ils n'ont pas toujours toutes les infos. Je pense notamment par exemple aux interactions médicamenteuses. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bravo pour cet exposé donc très clair, passionnant aussi. Je crois qu'il y a plein de questions, mais on attend encore un petit peu. Donc là, maintenant, on passe la parole à Nathalie Richard, donc, qui est directrice du projet Cannabis, enfin responsable du projet, je sais pas si on dit directrice ou pas, responsable du projet Cannabis à l'ANSM. L'Agence du médicament. Oui, voilà, l'Agence nationale de sécurité du médicament. De sécurité du médicament. Sécurité du médicament. Ouais, donc on est vraiment dans le sujet, à vous. Oui, merci beaucoup de vos organisateurs de m'avoir invité et merci beaucoup pour vos deux conférences extrêmement passionnantes, vraiment. Alors moi je vais vous parler alors c'est un sujet effectivement qui est bien dans le thème puisque ça s'appelle soigner avec le cannabis, parce que maintenant soigner avec le cannabis c'est possible en France. Ça a mis un peu de temps, c'est pas forcément évident, mais c'est possible en France par le biais de l'expérimentation qui a été mise en place par la NSM, donc maintenant depuis 2 ans et demi. Alors cette expérimentation, donc c'est une expérimentation, j'expliquerai la différence avec un essai clinique. Ce n'est pas un essai clinique, donc c'est une mise en situation réelle. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on a mis en place l'expérimentation française de l'usage médical du cannabis? Alors, je ne vais pas vous mentir, bien sûr, il y avait énormément d'obstacles à cette mise à disposition du cannabis pour des patients et pour soigner. Alors, pourquoi? Le cannabis est illégal en France, c'est un produit stupéfiant.
Son utilisation présente des risques pour la santé publique, avec des risques bien sûr d'abus et de dépendance. Il fait l'objet de trafic illicite. Alors, également, ce qui a été un peu développé aussi par les précédentes intervenantes, c'est qu'il y a eu des allers-retours du cannabis au niveau de la pharmacopée. Il y a eu effectivement au niveau également de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale de contrôle des stupéfiants, des allers-retours sur les effets du cannabis. Et c'est vrai que pendant longtemps, et là c'est assez récent, depuis 2020, le cannabis peut être considéré comme un traitement. Mais avant, en fait, le cannabis, c'était uniquement, on va dire, enfin, je ne vais pas dire diabolisé, mais en tous les cas, était au niveau de la Convention internationale sur les stupéfiants, on va dire, considéré comme un produit qui ne soignait pas. Et il y a également des obstacles supplémentaires qui se sont mis concernant la mise en place de l'expérimentation, c'est que concernant le cannabis lui-même, en fait, on a très très peu de preuves expérimentales, très peu d'essais cliniques, ce qu'on appelle vraiment des essais cliniques rigoureux sur l'efficacité du cannabis. Donc ça aussi, ça a été en plus c'est un argument qu'on continue à nous opposer, qu'on continue à opposer à l'expérimentation. Il n'y a pas de preuves, il y a assez peu d'essais cliniques rigoureux concernant l'utilisation médicale du cannabis. Alors, pourquoi, comment justement, concernant la réglementation du cannabis, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, pour le cannabis, tout est interdit. Voilà, donc c'est assez simple. Toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, la production, la détention, l'usage, l'importation, l'exportation, etc. Toutes les opérations concernant le cannabis sont interdites, enfin étaient interdites. Comme ça a été dit également, le chanvre par contre est utilisé pour ses propriétés, donc pour fabriquer des fibres, etc. Enfin, énormément de choses. Donc là, les variétés de cannabis utilisées étaient extrêmement contrôlées. Alors, il y avait juste un point en fait où on pouvait utiliser le cannabis, mais ça fait longtemps et c'est vrai que beaucoup l'ignorent, c'est qu'en fait, on a toujours pu faire des essais cliniques avec le cannabis. Les essais cliniques avec le cannabis n'étaient pas interdits. C'est la seule chose qui était autorisée pour le cannabis avant l'expérimentation, c'est de faire des essais cliniques. Malgré tout, il y a peu d'essais cliniques. Alors sinon, on a 2 médicaments qui contiennent des dérivés du cannabis et qui ont une autorisation de mise sur le marché en France, c'est le Sativex et l'Epidiolex. Ici, on ne parle pas de ça. On parle vraiment du cannabis dans l'expérimentation. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place en France, cette expérimentation? Alors effectivement, il y a eu Kouchner, mais c'était il y a longtemps. Mais par contre, c'est vrai qu'on a eu une initiation des travaux sur le cannabis médical donc en septembre 2018. On avait bien sûr une demande forte de la part des patients et des professionnels de santé. On avait des sollicitations fortes du monde médical, politique et économique. Et puis il y a eu, au niveau de l'Assemblée nationale, une audition qui avait été organisée à l'époque par Olivier Véran, qui était le président de la Commission des affaires sociales, sur l'intérêt, la possibilité de mettre en place une expérimentation en France. Et puis bien sûr, le cannabis, c'est pas nouveau. Au Canada, il est mis en place depuis 2000, il est utilisé depuis 2000 pour traiter les patients. Donc avec énormément de pays, maintenant je crois qu'on en est à plus de 27 en tout, qui utilisent le cannabis à des fins médicales. Donc tout ça a amené la décision de traiter l'utilisation du cannabis à des fins médicales, indépendamment bien évidemment de son usage récréatif, et avec on va dire une utilisation non pas des extraits du CBD, du THC uniquement, mais bien de la plante de cannabis pour l'expérimentation. Donc, comme je le disais, donc les conclusions de tous ces échanges avec les professionnels de santé, avec les patients, avec les autorités, avec les autres pays, la conclusion, c'était de dire qu'on avait peu d'essais cliniques pour évaluer formellement l'efficacité du cannabis. Ça, c'était un fait. Mais que bien sûr, pour certains symptômes et certaines pathologies, un certain niveau de preuve était quand même amené, et donc on pouvait se lancer dans cette expérimentation, qui n'est pas donc un essai clinique. Alors pourquoi la NSM? Parce que la NSM est l'autorité compétente en termes de médicaments, parce que là on parle bien d'un médicament, de médicaments à base de cannabis. Et d'autre part également, la NSM est le référent international de l'organe international de contrôle des stupéfiants, donc de l'ONU, pour le contrôle des stupéfiants. Alors juste un petit point pour vous expliquer la différence entre une expérimentation et un essai clinique.
Un essai clinique, ça a été expliqué très bien juste avant, hein, on est vraiment sur un groupe placebo, etc. Ici, on n'est pas sur un essai clinique. Et là, le but, ce n'est pas de montrer l'efficacité du cannabis pour l'expérimentation. En fait, une expérimentation, elle n'est pas uniquement au niveau de la santé, elle peut exister en justice, l'éducation, etc. Ça permet de tester une nouvelle politique publique et d'adapter ensuite la réglementation et la loi. Par exemple, au niveau santé, par exemple, c'est la prescription par les opticiens de lunettes sont passées par l'ophtalmo. Alors, les salles de consommation à moindre risque aussi est une expérimentation. Mais en tous les cas, voilà, on n'est pas sur un essai clinique. Et donc, l'expérimentation, et ça c'est dans la Constitution française, elle permet de déroger à la loi. Et c'est ce qui va se passer pour l'expérimentation. Enfin, ce qui se passe pour l'expérimentation. Alors, donc, qu'est-ce que ça implique, en fait, de mettre en place une expérimentation? Comme je le dis, ça implique de modifier la loi et la réglementation. Et en fait, on va traiter le cannabis comme un médicament. On traite le cannabis comme un médicament. Donc, on met en place, en fait, un cadre strict et sécurisé pour l'utilisation du cannabis médical, avec des contrôles de produits qui sont faits en laboratoire, un circuit de prescription et de délivrance qui est bien défini et bien cadré, et bien sûr les conditions pour éviter un trafic et un détournement vers l'usage illicite. On va mettre en place également, on n'est pas sur un essai clinique, on va mettre en place également un suivi des patients. Donc ce suivi des patients, en fait, il est fait grâce à un registre de suivi des patients qui permet aux médecins de rentrer les différentes données pour les patients. On va évaluer la tolérance, les effets indésirables, les problèmes d'addictovigilance également. Voilà, donc tout ça, ça a été mis en place pour l'expérimentation. Et bien sûr également, ça implique une évaluation de l'expérimentation. Et c'est ce qui va être fait parce que ça fait quand même 2 ans. Alors là, ici, je vous l'ai mis rapidement. Donc tout ça, ce sont les textes réglementaires et législatifs. Donc il y a eu un décret en Conseil d'État, il y a eu une loi qui a permis l'utilisation du cannabis à des fins médicales, un décret en Conseil d'État également qui a été mis en place, un certain nombre d'arrêtés ministériels qui ont permis la mise en place de l'expérimentation. Donc la sécurisation, ce qui a été mis en place, c'est une sécurisation de la prescription, avec une initiation par les médecins volontaires hospitaliers, avec une formation obligatoire qui a été mise à disposition gratuitement par la NSM, une sécurisation de la délivrance par des pharmaciens, par des pharmaciens hospitaliers et des pharmaciens de ville qui sont formés, une sécurisation du suivi des patients, donc grâce à ce registre de suivi, et une sécurisation des médicaments qui sont non seulement contrôlés par les fournisseurs étrangers, puisqu'actuellement il n'y a pas encore de production française de cannabis médical, mais également bien sûr par les laboratoires de contrôle de la NSM. Donc l'expérimentation elle a été mise en place pour 5 indications, donc où on avait en fait un niveau de preuve suffisant pour donner le cannabis aux patients, avec globalement enfin, les douleurs, des épilepsies réfractaires, des symptômes rebelles en cancérologie, pas pour le traitement du cancer, hein, j'insiste, les situations palliatives et également la spasticité dans la sclérose en plaques et les autres pathologies du système nerveux central. Voilà, donc là, l'expérimentation, donc elle a débuté en mars, le 26 mars 2021, pardon, en présence d'ailleurs d'Olivier Véran, donc avec la première prescription au CHU de Clermont-Ferrand. Et donc cette évaluation, cette expérimentation, donc ça fait 2 ans, elle a été évaluée déjà. C'est-à-dire qu'on a déjà fait les travaux d'évaluation de toutes les phases de cette expérimentation. Et en fait, on a également des premières données cliniques qui sont remontées par l'expérimentation, qui, je dois dire, sont assez, qui sont assez probantes concernant l'efficacité du cannabis, même si ce n'était pas le but. Donc cette évaluation, elle a été faite donc, en évaluant le circuit de prescription et de délivrance. Pour faire très très court, on a un circuit de prescription et de délivrance qui est tout à fait faisable, et réalisable et sécurisé, avec des données encourageantes également dans les différentes indications. On a une enquête de pharmaco et d'addictovigilance également qui a remonté des effets indésirables, mais qui n'étaient pas du tout une surprise et qui étaient des effets indésirables qui étaient connus pour le cannabis médical. Également, le point positif, c'est qu'on n'a pas eu de détournement, on n'a pas eu de problématique d'addictovigilance et d'addiction avec le cannabis médical. Également, on a réalisé une enquête chez les patients, et pour résumer également très rapidement, 93% des patients
interrogés, donc inclus dans l'expérimentation, étaient pour la généralisation de l'usage médical du cannabis, même ceux qui avaient arrêté pour effet indésirable ou pour manque d'efficacité. Voilà, donc ça c'était également important. On a un retour des patients qui est extrêmement favorable également. Au niveau également, comme je disais, on a évalué également l'efficacité du cannabis médical. Alors là j'ai pris un exemple sur l'efficacité sur les douleurs neuropathiques, qui représente plus de la moitié des patients qui sont traités par cannabis médical. Et effectivement, et là je ne veux pas détailler les différentes échelles, mais on a clairement des effets. Et là, ce qu'on voit depuis, on va dire, quelques mois, parce qu'on réévalue encore l'expérimentation pour la 3e année consécutive, en fait, on a des effets qui sont positifs, notamment sur les douleurs, qui sont clairement positifs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces effets qui perdurent dans le temps. C'est-à-dire qu'on n'a pas uniquement des effets une douleur qui s'améliore, qui diminue au bout de 3 mois et après l'efficacité redescend. On a effectivement cette efficacité qui perdure dans le temps. Juste, c'est les dernières diapositives. Juste pour vous indiquer qu'en fait, donc, depuis le début de l'expérimentation, qui a donc commencé il y a 2 ans et demi, on a actuellement 2600 patients, plus de 2600 patients qui ont été traités par le cannabis médical, qui ont été inclus dans l'expérimentation. On en a encore 1633 qui sont traités actuellement dans l'expérimentation. Et comme on le voit également, donc les douleurs neuropathiques représentent l'indication la plus représentative, la plus présente dans l'expérimentation, donc avec plus de la moitié des patients qui sont traités. Voilà, donc on a ces données-là qui remontent et qui vont faire l'objet également d'autres évaluations. Et pour information également, on a actuellement 324 centres au niveau français, des centres hospitaliers qui sont habilités et qui prescrivent du cannabis médical et qui sont validés pour prescrire du cannabis médical, avec des médecins spécialistes, également des médecins généralistes, même si on a assez peu pour l'instant, et ça c'est un vrai problème. Également des pharmaciens qui sont impliqués énormément, des pharmaciens hospitaliers, mais également des pharmaciens de ville qui délivrent du cannabis médical. Voilà, donc j'ai terminé. Juste pour vous dire que donc l'expérimentation, donc le ministre de la Santé, François Braun, l'expérimentation devait s'arrêter en mars, là. L'expérimentation, le ministre de la Santé a estimé qu'en fait, il était nécessaire de poursuivre encore l'expérimentation d'1 an pour avoir plus d'éléments tangibles pour la suite, pour généraliser le cas échéant. Donc elle a été prolongée d'1 an, cette expérimentation, avec des allègements, etc. Mais elle a été prolongée d'1 an. Donc la suite, c'est de finir l'expérimentation donc en mars 2024 pour ensuite mettre en place les conditions d'une généralisation de l'usage médical du cannabis sous certaines conditions. Mais comme je vous l'ai indiqué au début, en fait, on avait quand même beaucoup d'obstacles sur le cannabis médical, et notamment en fait son statut, qui est actuellement pas du tout défini. Il n'y a aucun pays qui a sorti par exemple des médicaments avec autorisation de mise sur le marché pour le cannabis médical. Il y a différents statuts dans les différents pays, donc il faut aussi que la France trouve le statut du cannabis médical, la prise en charge également par l'assurance maladie. Et enfin, en fait, pour le cannabis médical, comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais le cannabis, la production est interdite en France, et maintenant un décret a autorisé la production de cannabis médical, donc dans un avenir certainement assez proche, mais par des producteurs français. Donc il y aura en France, normalement, un décret, il y a un décret qui autorise maintenant la production de cannabis médical en France. Voilà, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup donc, pour cette dernière présentation. On a 10 minutes là pour quelques questions. Alors, on y va. Il y en a une sur le chat aussi que je lirai tout à l'heure, mais allez-y. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je me pose la question du titre de cette plénière. Zoïdbus, vous êtes posé la question des drogues. Moi, je me pose la question de soigner, et plus précisément de cette différence qu'on fait toujours entre récréatif et thérapeutique, que je trouve en fait, plus j'y réfléchis, très peu pertinente. Enfin, quand je bois une bière au bar après une longue journée de travail, c'est quoi? C'est thérapeutique ou c'est récréatif? Ou de la même manière, quand je fume un joint après un traitement
pour mon cancer, pour me redonner à manger. J'ai peut-être aussi des effets récréatifs, puis en fait je suis assez content. Et en fait je la trouve même pas pertinente et même peut-être contre-productive ou dangereuse par rapport aux discussions qu'on a eues hier sur les représentations sociales, parce que ça redéfinit de nouveau un bon usage qui est thérapeutique et puis un mauvais usage qui est récréatif. Et en fait, on l'a vu dans toute l'exposé historique, l'automédication, c'est un usage millénaire de l'automédication de toutes les substances. Et donc là, voilà, ça donne qui a le droit de prescrire, c'est le médecin, à quelle bonne personne. Et en Suisse, moi je viens de Suisse, et on a aussi dans le pays de la découverte du LSD, les psychothérapies, alors nous on les appelle les psychothérapies augmentées par psychédéliques, pas assistées. Et voilà, de nouveau, ça pose un gros problème, parce qu'en fait, le seuil d'accès, il est extrêmement haut, et c'est que des populations relativement aisées qui peuvent avoir accès à ces thérapies. Donc voilà, je voudrais savoir ce que vous en pensiez, et je pense que ça serait bon de dépasser cette différence. Ouais, merci pour cette question. Effectivement, ça ouvre la question donc de l'automédication et du pouvoir de qui décide quand est-ce que c'est un bon usage ou pas. Qui veut répondre ? Oui, absolument. Alors c'est vrai que c'est une excellente question. On sait très bien déjà qu'il y a une connaissance qui est souvent bien antérieure par les usagers, des indications, du potentiel thérapeutique, etc. Je pense que la distinction, elle garde du sens dans un contexte législatif, puisqu'en fait la question, c'est pas celle de la légalisation générale, c'est celle de qu'est-ce qui va pouvoir être pris en charge, utilisé à l'hôpital, remboursé par l'assurance maladie, etc. Et en fait, pour ça, on est obligé de passer par un chemin qui est extrêmement codifié, parce qu'il se trouve qu'il y a une responsabilité ensuite de l'État dans les conséquences de cet usage. Et je suis bien d'accord que ça paraît un peu artificiel, et qu'on voit bien d'ailleurs, vous l'avez très bien expliqué, la continuité, le continuum qui existe entre le bien-être, la santé, le soin, etc. Mais je pense que ça vient essentiellement du cadre étatique et de qui va être responsable des conséquences de cette utilisation, en fait. Oui, pour compléter, juste, moi je pense qu'une régulation quand même est nécessaire d'une certaine manière, mais une régulation souple, intelligente, adaptée, parce que sinon ça risque aussi d'être des compagnies genre Marlboro ou des choses comme ça qui décident, et on voit bien aussi les effets que ça peut faire. Hein. Voilà, donc il y a une régulation est aussi nécessaire. Et pour ça que dans l'introduction, je vous parlais du tiers aussi. Effectivement, c'est important qu'il y ait des tiers, donc l'automédication d'une certaine manière, c'est bien que ce soit possible, mais aussi important qu'il y ait un accompagnement par des tiers et par un cadre de régulation plus global. Donc cette question, elle est intéressante parce qu'elle nécessite beaucoup d'adaptation. Et si je peux compléter un peu, mon expérience clinique, c'est aussi qu'il y a des personnes qui vont venir vers les soins avec une demande de soins, mais qui n'est pas forcément une demande de produits, en fait, et à qui on va proposer ces produits et qui vont avoir en fait une réaction qui est plutôt celle de la peur par rapport à ces produits. Alors c'est vrai que ça vient d'une forme de stigmatisation, mais ça vient aussi du fait que pour certaines personnes, être dans un état modifié de conscience, on va dire de sens large, c'est pas quelque chose qui est souhaité, et donc ils attendent du soin un accompagnement, une sécurisation en fait qu'on se doit de leur apporter, parce que eux ils sont pas du tout là pour ça en fait, et donc c'est vrai que je pense qu'on a souvent cette idée que c'est agréable en fait de prendre ces produits. Pour certaines personnes, au contraire, c'est assez terrifiant. Et donc, je crois que aussi, il faut se dire que dans ce cadre législatif, c'est que ça va concerner des personnes qui ont des objectifs tout à fait et des attentes qui sont tout à fait différentes. Compléter un petit peu par rapport au cannabis, c'est vrai que c'est exactement ça en fait. Là, on a cherché aussi à sécuriser l'utilisation du cannabis pour les patients, pour que les patients puissent prendre le cannabis médical dans des conditions qui sont sécurisantes pour eux. Et c'est vrai que l'exemple des personnes âgées qui sont dans l'expérimentation, qui ne seraient jamais passées par le cannabis médical pour se soigner, et on en a beaucoup en fait, avec des gens qui
même dans ce cadre-là, des personnes âgées qui disent qu'elles se fournissent avec leurs petits-fils et pour avoir du cannabis médical. Et c'est vrai que ces personnes-là, ça les rassure. Ça les rassure d'avoir ce cadre-là, d'avoir ce contrôle-là, et c'est vrai que c'est important. Et juste une précision également, le cannabis médical dans l'expérimentation est totalement gratuit pour les patients. Ah, il y avait une question sur le chat là qui était, je crois pour Zoé, liée au regard que vous pouvez avoir sous le prisme du genre dans l'évolution. Je crois que les allusions que vous avez faites là sur justement les pouvoirs confisqués aux sorcières, aux femmes dans l'histoire, est-ce que vous pouvez développer un peu là-dessus? Alors, développer, ça va être compliqué de manière brève. Par rapport à ce que j'ai dit, moi, là, je ne sais pas comment je peux développer ça. En tout cas, ce qu'on voit vraiment à la fin du 19e siècle, c'est qu'il y a un pouvoir médical qui est exclusivement masculin, qui va prendre vraiment la place dans le discours pour stigmatiser une population féminine sur la morphine, qui va avoir une influence très importante en France en particulier, parce que on retrouve pas ça dans les autres pays. En fait, dans les autres pays européens, on consomme aussi de la morphine. Il y a aussi des problèmes avec la morphinomanie, mais on va pas axer comme ça la condamnation sur les femmes. Donc, on a un contexte qui est très particulier en France à ce moment-là et qui va influencer la médecine tout au long du XXe siècle, en fait, avec des médecins qui vont avoir peur de recréer ce phénomène qui a été vécu comme une épidémie de morphinomanie, alors qu'en fait il n'y a que quelques centaines de cas, mais ça a été tellement médiatisé que voilà, les médecins ont appris à se méfier de la morphine et ensuite de tous les autres psychotropes qui rentraient dans le tableau des stupéfiants à cause de ces représentations sur la morphinée et des patientes qui devenaient soi-disant toutes dépendantes à cause de leur faiblesse de femmes. Mais ouais, pour les recherches qui ont été faites dans l'époque plus moderne ou au Moyen-Âge sur les femmes, en fait, comme je vous montrais, il y a très peu de recherches en histoire qui sont faites. Et donc, il y a tout un champ, si ça vous intéresse, si ce que j'ai montré là intéresse des étudiants ou des étudiantes en master ou en doctorat, il faut faire des thèses sur ces questions, parce que pour l'instant, on les aborde qu'en surface, comme j'ai pu le faire là. Et il faudrait qu'on étudie plus spécifiquement quelles substances étaient utilisées, à quelle dose, pour quel type de rituel. Et ça, on ne le sait pas du tout encore, en fait. Merci. Ah, il y a encore des questions. Bonjour et merci pour votre présentation. Ce matin, c'est pas facile. Donc, moi, je voulais vous poser une question un peu par rapport au mécanisme d'action, même si apparemment les recherches sont encore en cours et pour longtemps. Par rapport aux hallucinogènes ou aux drogues empathogènes, enfin type MDMA, est-ce qu'on arrive à s'expliquer pourquoi on n'aurait pas besoin de renouveler des prises? Est-ce que ça serait par exemple parce que ces molécules auraient une diffusion lente finalement et se stockent et puis se rediffusent au niveau physique? Ou est-ce qu'on serait sur quelque chose d'un peu plus, de par l'expérience vécue finalement, mémorisée par le cerveau qui redéclencherait? Bon voilà, je ne suis pas très scientifique à la base, donc je ne sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Est-ce qu'on est sur quelque chose de très, voilà, 3 petits points. J'ai compris. Oui. Oui, alors aujourd'hui, en effet, on essaie de mieux cerner pourquoi ça dure aussi longtemps, parce que effectivement, c'est pas simple. L'un des mécanismes, c'est celui dont j'ai parlé, de la plasticité synaptique, donc en fait de ces changements structurels qu'il y a dans le cerveau et qui sont durables en fait. Donc le fait qu'il y ait plus de connexions entre les neurones et que ça persiste au-delà des effets aigus liés à la prise. Après, en effet, je pense que c'est pas complètement indépendant et bon, moi j'ai une vision par ma formation qui est pas du tout dualiste. Donc pour moi, de toute façon, l'expérience et ce qu'on perçoit, ça s'implémente au niveau cérébral par des changements physico-chimiques. Voilà. Donc c'est pas très glamour, mais donc il y a des changements d'équilibre qui vont se faire et qui vont aussi avoir une forme de durée. Qu'on ressent individuellement par ce changement de perspective, mais qui au niveau cérébral est aussi reflété par des changements d'équilibre physico-chimique et de connexion qu'on arrive à voir dans les études. Ça, on n'a pas du tout élucidé la question du retour d'acide ou ce genre de choses. On ne sait pas du tout les mécanismes d'action, à ma connaissance, de comment ça fonctionne.
Merci. Là, on a le temps juste pour une question. Il y avait quelqu'un qui avait levé le bras. Une question courte, s'il vous plaît. Ouais, moi j'avais une question courte, mais j'ai une réaction sur le cannabis Non, une thérapeutique. question courte. Alors la question courte, j'aurais aimé entendre parler un peu du GHB dans cette des rumeurs qu'il y a eu sur GHB et alcool. Je ne sais pas, ça a l'air de déboucher sur rien du tout. Merci. Je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que quelqu'un... Je ne sais pas de quelle rumeur vous parlez, si vous parlez du risque de toxicité à prendre en même temps du GHB et de l'alcool. Il y a eu des rumeurs sur une utilisation thérapeutique du GHB, mais je pense que ça a débouché sur rien du tout en fait. C'est pour ça que je... Alors, à ma connaissance, il y a eu un usage historique du GHB à visée hypnotique, mais je parle de sous contrôle. Après... sur la question, alors je ne sais pas si c'est quelque chose, une entité un peu indépendante. Après, par rapport à l'alcool, ce qu'on sait surtout, c'est qu'il ne faut pas mélanger, quoi. Ouais. Bon, ok. Non, c'était dans l'idée de ne pas boire d'alcool. Mais ça n'a pas l'air de marcher. Je voulais quand même réagir sur le cannabis thérapeutique. Moi, je suis suivi depuis des années à la piquet-salpêtrière pour une maladie rare, démyélinisante, qui ressemble à une cèpe, mais qui n'en est pas une. Un commentaire court. Et j'ai postulé, j'ai les douleurs neuropathiques, j'ai la spasticité, j'ai postulé pour le cannabis thérapeutique et j'ai quand même eu beaucoup de bâtons dans les roues. On m'a renvoyé sur le CBD et la classique prégabaline. Je ne supporte ni l'un ni l'autre ne m'améliore. Et donc, c'est pas si simple quand même d'accéder au cannabis thérapeutique, même dans un centre de référence, je peux vous dire. Merci. Juste une réponse très très courte. Alors effectivement, il y a des critères. C'est le médecin qui décide si le patient sera inclus ou pas dans l'expérimentation. Voilà, c'est la totale liberté du médecin d'inclure le patient dans l'expérimentation. Je n'ai pas dit que c'était simple les critères d'inclusion, mais en tous les cas, c'est au médecin de décider si oui ou non le patient sera inclus dans l'expérimentation avec des critères bien précis. Voilà. Merci à vous.